BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle, notre deuxième partie avec le labo Fnac Darty et Lionel Costa qui nous a rejoint. Salut Lionel. Bonjour François. Heureux de te retrouver, Lionel, qui est responsable, vous le savez, du développement du labo Fnac Darty, puisque aujourd'hui, voilà, vous formez une seule et unique entité. Et on va s'intéresser à un gros morceau quand même, puisque là, voilà, petit à petit, on se rapproche de la fin de l'année et on en sait un petit peu plus sur, eh bien, toute la roadmap des smartphones, des nouveaux smartphones qui, voilà, vont cartonner pour ces fêtes de fin d'année. Et avec Lionel, on va vous proposer de faire le point sur les meilleurs d'entre eux. Avant de commencer, peut-être expliquer que, évidemment, vous testez de manière très assidue les smartphones. Qu'est-ce que vous testez sur un smartphone, Lionel, au labo Fnac ? Le smartphone, c'est le produit le plus énergivore, ou en tout cas le plus chronophage pour nous en termes de test. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui rassemble en un seul objet un écran, une batterie, un appareil photo, une puissance de calcul, une antenne, GPS, 3G, 2G, 4G, 5G, etc. Eh oui. Donc ça Le passe Bluetooth. et Bluetooth, Wi-Fi, NFC, on ne teste pas tout et on s'est concentré sur les éléments les plus importants du smartphone. Là où on a une vraie expertise, c'est sur l'analyse de la qualité d'écran, sur l'analyse de la qualité photo, mais également de la batterie, de l'autonomie. On a une petite particularité par rapport à d'autres personnes qui testent les smartphones, c'est que nous testons la radiosensibilité des smartphones, c'est-à-dire la capacité d'un smartphone à capter correctement la 2G, la 3G, la 4G, etc. Là, vous avez comme des espèces de pièces qui sont totalement isolées. La cage de Faraday. Voilà, en fait. cage de Faraday. C'est une cage de Faraday et un peu plus. Une cage de Faraday, pour rappel, ça isole des ondes électromagnétiques extérieures et ça nous empêche évidemment de polluer l'extérieur quand on est à l'intérieur. Mais celle-là, en plus, est un piège à ondes. Si on a des visuels de cette cage-là, grosso modo, on a des dièdres, des espèces de cônes qui vont capter les ondes et on sait exactement qu'est-ce qui est émis, reçu par le téléphone par rapport à notre antenne. On crée nous-mêmes le réseau Labo Fnac dans notre cage de Faraday, donc on n'est pas perturbé par les autres opérateurs. Et quand on capte un signal avec le smartphone, on sait exactement qu'est-ce qu'on lui a envoyé comme signal. En revanche, vous ne captez pas, on va dire, la capacité du téléphone à bien recevoir en déplacement, parce que là, le téléphone est immobile. Oui, exactement. Ça, on ne le fait pas. Par contre, on fait la directivité. On a un bras articulé qui nous permet de tourner le téléphone sur 360 degrés, et ça permet de savoir quelle est la polarisation de l'antenne. D'accord. Et ça permet de donner une indication de savoir est-ce que c'est un produit qui va être instable lors d'un déplacement, si l'antenne se déplace en haut à gauche, si nous déplaçons par rapport à l'antenne, est-ce que je vais avoir des baisses de niveau ou pas ? Ça, on peut l'évaluer. Donc on a la partie audio évidemment qu'on fait en chambre acoustique, chambre anéchoïque, qui nous permet d'évaluer la partie haut-parleur des smartphones, qui est utilisée par beaucoup de gens, en mode haut-parleur, en mode visio, en mode conférence, voilà. Vous testez la qualité du micro aussi ou pas ? Pas encore. En fait, on le faisait avant. Avant l'arrivée des smartphones, on avait ce petit mannequin qui nous permettait de mesurer l'intelligibilité du smartphone sur le micro. Ouais. Et on s'est rendu compte, alors c'était dans les années, fin des années 80, on s'est rendu compte que la partie encodage audio des opérateurs jouait pour beaucoup. Bien sûr. À l'époque, en fait, c'était ça. Il y avait du mono. Ensuite, c'est passé en stéréo. Maintenant, voilà, on a plein de technologies d'encodage audio et ça joue pour beaucoup là-dessus. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Question de bande passante. Voilà. Alors, Lionel, ça c'était un point important pour voir comment vous travaillez au labo Fnac. Ce qui est important aussi, c'est de voir quels sont les critères, on va dire, les plus importants qui peuvent nous aider à bien choisir son smartphone. Et l'un des premiers, c'est le réseau. Aujourd'hui, voilà, ça y est, le réseau 5G commence à se déployer. Est-ce qu'il est important de prendre un smartphone 5G, Lionel, aujourd'hui ? Aujourd'hui, le déploiement, la couverture des antennes 5G en France, elle n'est pas à 100%. On n'en est pas encore là. On est, selon les opérateurs, on peut passer de 30% à 75%. Donc, quand vous êtes en zone urbaine, la 5G peut être vraiment utile. On a des fois 10 en bande passante, en vitesse, etc. Ça peut être intéressant. Si on est dans une zone où il n'y a pas d'antenne 5G parce que ce n'est pas encore déployé, on a encore le temps. Mais ce qu'on a pu nous remarquer, c'est par contre, on a 90% des produits qui passent au labo qui sont déjà avec la 5G.
Là où pourtant il y a un décalage. On a beaucoup moins de gens qui ont la 5G compatible chez eux et l'offre de smartphone est, elle, Oui. pratiquement à 100% déjà. Tu veux dire 5G. par là que c'est le hardware qui est en avance par rapport au déploiement du réseau. Mais ça, c'est Exactement. plutôt bien, finalement. Ah Parce bah que c'est plutôt bien. Mais finalement, aujourd'hui, et on sait, hein, il faut inciter les gens à conserver leur smartphone Oui. le plus longtemps possible. Si tu prends aujourd'hui un smartphone 5G et que tu captes pas la 5G, peut-être que dans 6 mois, dans un an, elle arrivera. Et ton téléphone aura une seconde vie. En tout cas, exactement. il sera compatible avec les réseaux du futur. En fait, on sait qu'il faut à peu près 4, 5, 6 ans pour une autre génération apparaisse et soit déployée. Donc, on a le temps de voir venir la chose. Donc, la 5G, ça devient presque obligatoire sur tous les smartphones. 90% de ce que j'ai vu, de ce qu'on avait testé. On a encore quelques-uns qui ne sont pas en 5G et qui sont en plus des bons produits. C'est-à-dire qu'ils peuvent la même mouture de smartphone, j'ai vu ça récemment sur des produits que nous avons testés, sur la même mouture, le même châssis, avoir la 5G ou ne pas avoir la 5G, ça change plein de choses. Ça change par exemple l'appareil photo. Tiens, Avec la 5G, donc il y a plus de place nécessaire à l'intérieur du châssis, et ben on enlève une optique photo, par Ah oui. exemple, Donc, sur la version 5G. on peut avoir donc un appareil photo meilleur sur un téléphone 4G que sur Exactement. un téléphone 5G parce Oui. qu'il y a moins de composants sur le 4G. Et on le voit directement, on prend Ça les deux alors. châssis, version 5G, version sans 5G, il y en a un qui a 4 Ouais. optiques, l'autre qui en a 3. Oui, parce qu'en fait, c'est les antennes aussi du smartphone qui prennent beaucoup de place sur la 5G, d'après ce que j'ai Après, il compris. y a de l'intelligence de design, c'est d'avoir comment placer et optimiser toutes ces antennes-là pour que ce soit le plus efficace. Et encore une fois, je reviens sur la radiosensibilité et la directivité Oui. des antennes. Si jamais j'ai mon antenne qui n'est pas optimale sur mon téléphone, qui est derrière un élément qui est en métal ou en tout cas qui isole Mhm. beaucoup, bah, je capte moins. Autre critère, c'est la qualité photo, forcément. Hein. Aujourd'hui, c'est incroyable de voir les progrès qu'ont pu faire en fait les constructeurs de smartphones, notamment sur la partie photo. Bon, voilà, forcément, c'est l'un des critères les plus importants que vous testez. Hein. Et il n'y a même plus de débat. En plus, d'ailleurs, il y a quelques temps, vaut mieux choisir un hybride, un réflexe, un compact, un smartphone. Bon, ça peut toujours se discuter sur la partie niche, mais avoir un smartphone, les smartphones font des photos absolument fantastiques avec des capteurs tout petits, avec beaucoup d'intelligence derrière. Ils arrivent à vraiment à faire l'affaire sur beaucoup d'usages. Et ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que la photo, la partie photo, les spécifications photo et la promesse photo est l'élément qui rend le produit premium ou pas. C'est-à-dire que grosso modo, aujourd'hui, on voit que les smartphones plutôt haut de gamme, moyen ou haut de gamme, ont tous des appareils photo fantastiques à l'intérieur. Ceux qui sont plutôt entrée de gamme, moyenne gamme, ça ne l'est pas. C'est encore un peu limite. Donc on peut voir une espèce de milieu de gamme, en fait, qui peut avoir des très bons appareils photo, mais en dessous, on est en dessous. Donc c'est vraiment l'argument qui rend le produit premium, c'est la partie photo. Ah oui, c'est ça. Et là où avant, c'était pas forcément ça, c'était plutôt l'autonomie ou la qualité d'écran ou la vitesse, pourquoi pas. Mais l'appareil photo, c'est vraiment l'item qui rend le produit très haut de gamme ou pas. Oui, et parce qu'en plus, il y a un vrai savoir-faire technologique en termes de photos. Hein, et chacun a son petit truc. Hein. On voit que les photos prises par l'iPhone ont une certaine chaleur, quelque chose de particulier. Sur d'autres smartphones, chez Samsung, c'est une autre colorimétrie, c'est différent. Exactement. La photo, c'est un peu comme le son finalement. Hein. Il y a des sensibilités différentes. Ou même les imprimantes ou les qualités d'écran, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que chaque marque a... un petit ADN à lui. C'est ça, et on savait que les constructeurs asiatiques avaient une certaine tendance colorimétrique, les constructeurs américains en avaient une autre, et ça on peut le mesurer. Alors nous au labo Fnac, on ne parle pas ni de couleur chaude ni de couleur froide, on fait de la mesure, donc c'est avec des spectrophotomètres, avec des colorimètres, donc on sait quelle est la coordonnée colorimétrique de chaque page de couleur, et à la fin de ça, on sait lequel est fidèle et lequel ne l'est pas. Bon voilà, après il y a l'écran forcément, hein, l'écran qui aujourd'hui devient OLED. Pareil, le LED, c'est maintenant sur tous les moyens haut de gamme et haut de gamme, c'est le LED. Il n'y a même plus de discussion là-dessus. Et on voit que les seuls qui restent LCD ou LED, c'est plutôt les entrées de gamme et le bas. L'autonomie, alors, bon, critère important aussi, mais vous avez sans doute pu remarquer, si vous êtes un fidèle de quoi je me mêle, qu'il y a un segment qui se développe, c'est le segment des écrans pliants ou pliables, tout dépend, enfin des smartphones pliants. Et là, cette technologie joue sur l'autonomie des téléphones. Oui, et on a eu vraiment une discussion, une réflexion sur nos protocoles de test. Pour rappel, l'autonomie, on teste les écrans de smartphone de cette façon. Alors,
on coupe tout ce qui est connectivité pour éviter de polluer là-dessus. On est en mode avion, on est exactement comme si on était dans un avion à regarder un film sur son écran. On va régler la luminosité de l'écran à un certain niveau pour tous les smartphones pour pouvoir les comparer à armes égales. Et évidemment, la taille de l'écran joue beaucoup là-dessus. Si vous avez un écran 7 pouces, enfin c'est un peu grand, mais 7 pouces ou 4 pouces, c'est pas du tout la même autonomie. Or, ces écrans pliables ou pliants peuvent passer de 6 pouces à 7 pouces 2 ou avoir des choses qui sont vraiment étonnantes de tous les côtés. Donc, comment est-ce qu'on évalue l'autonomie ? Là, aujourd'hui, on a pris le parti de tester dans le plus 10 ans. C'est grosso modo, le produit, il est vendu pour être potentiellement presque une tablette de 7 pouces et demi. On va le tester dans cette configuration avec l'autonomie ouverte en quelque sorte. Exactement. Mais on compare donc aussi. C'est plutôt pessimiste, mais c'est plutôt bien en fait. En fait, on essaie de dire ce produit-là, il promet quelque chose de fantastique, d'accord, mais il y a un coût en énergie. Mais là où on a été étonné, parce qu'on a quand même réalisé les tests en écran fermé, en écran à la moitié. Là où on pensait avoir peut-être 30% d'écart en termes d'autonomie, ce n'est pas du tout le cas. Là, j'ai l'exemple du Samsung Z Fold 4, qui est un vrai pliant qui va jusqu'à 7,2 pouces. Oui, c'est le dernier né de exactement. Samsung. Lui, il passe en grand écran, il est à 10h40 d'autonomie, ce qui est déjà très bien selon notre protocole à nous, où on est très, très sévère. Il passe de 10h40 à 11h30. Ah oui, finalement, il n'y a pas énormément, il y a 50 minutes d'écart. Ouais. Exactement, c'est vraiment pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que l'écran, c'est le LED. Ouais. Le LED consomme moins que le LCD, il n'est pas systématiquement rétroéclairé. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que... C'est le réseau qui est énergivore, c'est tout ça. Le processeur, voilà, le processeur, le GPU, etc. Voilà, très intéressant ça. Après, il y a aussi des personnes qui veulent de petits smartphones. Ouais. Et voilà, c'est un choix qui se défend. Hein. On n'a pas envie forcément d'avoir une pelle à tarte dans le téléphone ou dans la poche de la chemise. C'est ça. Et voilà, il y a des constructeurs qui spécialisent, qui ont des modèles qui répondent à ces petites mains, à ceux qui veulent des petits modèles. Principalement, il y a Apple avec l'iPhone 13 mini. C'est vraiment le petit à 5,4 pouces. Qui sera sans doute la dernière génération de petits smartphones chez Apple, d'ailleurs. Ça serait la tendance, en fait. De cette gamme-là, smartphone, ça serait la tendance. Il existera certainement des smartphones petits, mais ça ne sera pas des premium ou des produits haut de gamme, etc. En tout cas, 5,4 pouces. Sinon, on a tous les produits qui sont vendus actuellement dans nos magasins Fnac et Darty qui dépassent les 6 pouces. Tous les produits qui sont passés au labo Fnac. Je ne parle pas des produits qui ne sont pas des smartphones, un téléphone, etc. Je parle vraiment que des smartphones. Ils dépassent tous 6 pouces. Donc là, les produits, si quelqu'un veut un petit produit, il est souvent obligé de se limiter à des produits qui sont des smartphones de très, très entrée de gamme. C'est dommage, d'ailleurs. À part iPhone. À part iPhone avec l'iPhone 13 mini. Voilà. Et à part aussi le Z Flip. Le Z Flip qui, lui... est un pliable qui peut se réduire, qui est plus petit qu'un iPhone 13 mini, mais qui, quand on le déploie, est un téléphone qui dépasse les 6 pouces. Oui, mais il est plus épais quand il est plus épais. Voilà. Ça, après, et un peu plus lourd aussi, je pense. Et il est un peu... Pas forcément plus lourd, mais en tout cas, c'est vrai que le poids au millimètre cube, il est plus important. Lionel, pour terminer un petit peu la manière dont vous testez vos téléphones, avant de rentrer dans le détail et d'avoir votre verdict et vos lauréats pour cette fin d'année, un mot sur ce nouveau protocole de mesure que vous faites sur les smartphones, la mesure du GPU. Ouais. Alors, rappelons ce que c'est le GPU déjà. Pour qu'un téléphone fonctionne, il a besoin d'un processeur. Le processeur, c'est la puissance de calcul. C'est le chef d'orchestre, c'est le cerveau qui va dire tu m'envoies des pixels sur l'écran, tu me fais du son sur les haut-parleurs, etc. Il va orchestrer tout ça. Si le processeur est trop lent, il va prendre du temps à redonner tout ça. Et on va avoir des phénomènes de latence ou des phénomènes de lenteur quand on passe d'une application à une autre. Surtout quand on lance pas mal d'applications et que le téléphone commence à être un petit peu, on va dire, saturé. Et ça, c'est la mémoire vive. Je prends souvent l'analogie d'une autoroute. La mémoire vive, c'est le nombre de voies de l'autoroute. Le processeur, c'est la vitesse des voitures. Mais souvent, l'un et l'autre sont corrélés. Exactement. Quoi. Non, mais c'est un écosystème complet. C'est-à-dire que si la mémoire vive ne peut plus suivre, le processeur ne va pas faire le boulot à la place. Et à l'inverse aussi. Et anciennement, les smartphones ne savaient faire qu'une chose, c'était faire du calcul. Point final. Depuis, on fait le test, je crois, depuis plus d'un an sur la partie graphique. Donc, pour rappel, ce qu'est le GPU, pardon. C'est le processeur qui s'occupe de la vidéo, en fait. De tout ce qui est graphique. Voilà. Exactement. Donc les jeux 3D, la vidéo en 4K, etc., etc. Si on va jouer à des jeux type le solitaire, etc., le CPU fait le boulot. Mais par contre, si on veut des textures, des ombres, si on veut jouer à Fortnite sur son smartphone, c'est le GPU qui joue. Et là, on a des produits
qui justement sont spécifiquement créés pour ce genre de choses. Je pense à l'Asus ROG Phone par exemple. C'est un peu comme une carte graphique sur un C'est une carte ordinateur. Ah, c'est exactement la même chose. C'est Ça pareil. fait exactement le même boulot. C'est dédié à ça. Exactement. Et, Et donc pour tester ça, comment le faire? Évidemment, on ne peut pas mettre de jeu sur un smartphone qu'on pourrait évaluer et savoir combien d'images par seconde, etc. Donc j'ai mon collègue Javar Traoré qui s'occupe des tests informatiques, qui a mis en place un protocole de test adapté au smartphone sur la base pardon pour le terme comme ça, basé sur l'HTML5 et le WebGL, qui sont des librairies que tous les navigateurs sont capables de lire. tout à fait. Et comme tous les navigateurs peuvent le lire, j'ai pas de problème d'OS. Et vous iPhone pourrez peut le mesurer faire. la rapidité comme ça de tous ces GPU. Et quel que soit l'OS, voilà, que ce Ouais. soit iOS, Android, HarmonyOS, on peut tester le GPU sur tous ces produits-là et avoir une base équitable et comparative pour tout le monde. Apple se targue d'avoir le meilleur GPU de tous les smartphones confondus, c'est vrai ou pas? Non, c'est pas le meilleur, mais il est très bon leur GPU parce qu'en plus il est optimisé. Je ne veux pas refaire le débat ici, mais c'est vrai que Apple, comme ils maîtrisent parfaitement leur hardware et leur software, Oui. ils savent Il y a comment. une homogénéité. Et oui, ils savent comment adresser les bons. Mais c'est pas forcément le plus puissant. Non, c'est pas le D'accord. plus puissant. On a par exemple les Asus ROG Phone Oui. qui sont sur la partie graphique plus puissants. Mais oui, parce Mais que Ils sont dédiés à ça. et puis parce que c'est l'ADN de ce téléphone qui est réservé aux gamers en fait. Republic of Gamers, exactement. Exactement. Alors, les amis, on se frotte les mains, on rentre dans le détail et la sélection donc du Labo Fnac pour ces smartphones pour cette fin 2022. Et on va commencer donc par les produits, on va dire un peu emblématiques, le top du top. Ouais. Qu'est-ce que vous avez sélectionné à la Fnac? Il y en a deux. Et je suis obligé de filtrer, de trier par OS. Pour ceux qui sont dans l'écosystème iOS, l'Apple iPhone 13 Pro Max reste quand même le meilleur de tout ce qu'on a pu tester. Le aujourd'hui. 13 Pro Max, c'est celui de l'année dernière. Exactement. Pourquoi ne pas parler du 14 Pro Max? On n'a pas terminé de le tester. On a un Vous êtes petit- un peu en retard, dites donc là. Bah oui, parce que ça prend beaucoup de temps et qu'on a pris du temps à le recevoir. Et Fnac Darty préfère privilégier les clients en termes de précommande plutôt que le labo. D'accord. Il y a un arbitrage, une bande passante qui est un peu limitée. On a fait le 14 par contre, et on a vu que le delta en termes de performance n'était pas énorme par rapport au 13. Donc on conseille aux gens, s'ils ont le 13, restez sur le 13. D'accord. Ne switchez pas sur le 14. Oui, parce que je crois que c'est le même processeur en fait entre le 13 et le 14. Apple fait le distinguo cette année que sur les modèles haut de gamme. C'est ça. Et c'est que sur le 14 Pro et le 14 Pro Max où il y a une nouvelle puce qui, elle, est plus puissante. Et l'OS est différent aussi par rapport à celui qu'on avait testé. Donc il y a une optimisation qui est faite au niveau logiciel. Donc ça, c'est côté iOS. iPhone 13 Pro Max reste au-dessus du lot. Voilà, et sans doute que le 14 Pro Max va le détrôner quand vous aurez terminé le test. Pas forcément. C'est un parti pris qu'on pourrait se dire. Oui, forcément, le plus récent est le meilleur. Mais C'est plus subtil que ça. C'est bien plus subtil parce que justement, ils vont peut-être vouloir économiser en autonomie en utilisant peut-être un processeur moins énergivore ou utiliser un appareil photo qui va consommer moins pour arriver à avoir un target price, un prix d'achat ou un prix de vente plutôt, qui D'accord. soit acceptable. Donc, c'est pas forcé. Donc, on verra ça plus tard. Asus, tiens, dans Oui. cette sélection. On en parlait il y a un instant avec le ROG Phone 6. Exactement. L'Asus ROG Phone 6, qui dans tout ce qui est Android ou HarmonyOS, en tout cas hors iOS, est au-dessus également. Là, pourquoi? Parce que processeur et GPU très très bon, une très bonne qualité photo, une très bonne autonomie. Et un très bel écran. En fait, on se dit que quelqu'un qui veut jouer avec son smartphone, il vaut mieux qu'il ait un écran qui soit fluide, rapide, avec de bonnes qualités. Typiquement, celui-là, il coche toutes les cases. Ouais, d'accord. Pour parler un peu de prix, l'iPhone 13 Pro Max, il est à peu près à 1 500 €, alors que l'Asus ROG Phone 6, il est à 1 149 €. Donc on descend un petit peu en prix, mais un top produit sur Android. Pas de Samsung dans votre sélection. Pas Pas sur de le top Oppo. 2. Non. Pas sur le top 2. D'accord. Non, mais après, voilà. Après, je pourrais faire la liste, mais je conseille aux gens d'aller sur le comparateur Bien du sûr. Labo Fnac et de regarder. Le Samsung doit être dans le top 5 ou top 6 grand max, mais c'est les produits asiatiques, enfin les produits, Samsung est asiatique, mais les produits Oppo, Huawei, Xiaomi, Poco, Vivo sont des marques qui sont là depuis très peu de temps
mais elle performe beaucoup. Ouais, bien Elle sûr. bouscule complètement le marché sur la partie Android. Tout à fait, C'est, tout à fait. et je pense que Et elle Apple stimule le la voit. concurrence, c'est incroyable. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Apple, je pense qu'il est très stimulé par justement cette concurrence-là qui arrive avec beaucoup d'idées et de points hyper intéressants. Le 13 Pro Max est toujours vendu ou pas? Il est vendu. Parce que comme le 14 Pro Max est arrivé, il est toujours en fait dans le catalogue d'Apple. Il est toujours en vente, il est toujours dans le catalogue Apple et nous on le vend encore. Et on vend en plus beaucoup d'offres reconditionnées aussi. Ah, c'est pas mal Donc, ça. avec Donc, des- ça, avec avec des des prix remises. qui baissent encore. Donc, c'est une très bonne affaire en fait pour vous, le 13 Ah Pro oui. Max. Hein. Ah oui, On est complètement. d'accord. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on va s'intéresser aux smartphones de moins de 500 € et qui ont là un excellent rapport qualité-prix. Ouais, Hein, parce que ouais. bon, voilà, 500 € c'est une somme, mais pour avoir quelque chose de correct, c'est plus compliqué. Et là, vous avez trouvé un Xiaomi qui est pas mal du tout. En fait, il y en a même deux qui, pour moi, sont top au niveau rapport qualité-prix. Il y en a un qui est à 349 €, c'est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro plus 5G. D'accord. Donc, c'est le Le Pro Xiaomi Redmi Note 11 Pro plus 5G. 5G. Non, alors, Pro 5G, pardon. Le Pro plus, 5G. ouais, c'est Pro 5G. Il est à 349 €. Pas mal. Et il y a 5 tout ce qu'il étoiles. faut 5 étoiles. 5 étoiles. Non, mais Donc vraiment. là, il n'y a pas que le prix qui vous a séduit, c'est qu'il est homogène et Ah. c'est un bon téléphone. C'est exactement ça. C'est-à-dire que grosso modo, quand on regarde l'ensemble des produits, il y a des produits qui sont meilleurs que celui-ci par rapport au ranking, mais lié au prix, si je ramène ça sur une sélection de prix à moins de 500 €, c'est le meilleur. Il passe largement au-dessus. Il est au-dessus de certains qui sont à 600, 700, 800 €. C'est dingue parce que souvent Xiaomi a le meilleur rapport qualité-prix en termes de smartphone. Je pense qu'ils sont très agressifs en termes de prix. Après, je laisserai les gens de Xiaomi en parler sur leur stratégie, mais je pense qu'ils veulent vraiment arriver à montrer des produits de qualité le plus accessible possible pour arriver à faire connaître leur marque et montrer que leurs produits sont bons. Et pour le coup, en termes de mesures, de spécifications, je ne parle pas de design, je ne parle pas d'ergonomie, de sous-couche logicielle, peu importe. En termes de performance pure des éléments internes, il est très très bon. Et j'ai le deuxième Xiaomi Redmi Note 11S qui lui est en dessous des 300 €, à 279 €, qui lui est à 4 étoiles. 4 étoiles. 4 étoiles, 279 €. Ça, c'est top quand même. Souvent, on faisait la gageure de se dire, bon, bah, pour moins de 300 €, vous n'aurez pas forcément des produits top premium, etc. Bah, celui-là, c'est vraiment une très bonne affaire. Voilà, le Xiaomi Redmi Note 11S à moins de 300 €. En plus, ils ont des designs réussis. Hein, c'est même pas des trucs au rabais. C'est ça qui est fort. Oui, c'est ça. C'est pas un parallépipède carré public. Non. Et voilà. Et c'est plutôt rassurant de se dire que voilà, pour moins de 300 €, on peut avoir un smartphone qui tient vraiment la route. Et tu parlais de Samsung. On a une catégorie. On va voir comment est-ce qu'on peut en parler peut-être plus spécifiquement dans nos dossiers, dans nos comparatifs. C'est les smartphones pliants. Et on a le Z Fold 4 qui, j'allais dire malgré, ou en tout cas le fait qu'il ait une technologie un peu disruptive de se déplier, etc., reste néanmoins à 5 étoiles. C'est un produit qui est très bon à 5 étoiles, avec une très bonne autonomie. Pour un écran comme ça, avoir 10h40 d'autonomie, au-delà des 10 heures, sachant qu'on est très hardcore dans notre mesure d'autonomie, c'est-à-dire que c'est écran allumé, on le laisse en fonctionnement tout le temps. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de mise en veille. Non, écran allumé tout le temps. Et là, c'est jusqu'à rupture. Donc, quand nous, on évalue quelque chose à 10 heures, par exemple, d'autonomie, dans la vraie vie, on peut atteindre 21, 22, 23 heures facilement. D'accord. Parce qu'il y a des écrans, on va éteindre l'écran, on va le mettre en pause, etc. Tu parlais de smartphone justement pliant, le Z Fold 4, voilà, qui est on va dire le fer de lance de ce nouveau segment qui est tout récent. D'ailleurs, il y a Samsung qui a sorti une gamme de smartphones pliants. On voit que Motorola s'apprête aussi à lancer un smartphone pliant. On se doute bien que les Chinois vont arriver l'année prochaine Oppo en premier. Smartphone réussi. Là, le Z Fold 4. Complètement. Et bon, on peut parler de la courbure qu'on peut voir sur certains angles. Quand on est dans l'usage, on la voit plus, cette courbure-là. On est vraiment sur une tablette. Après, c'est un usage à avoir. Il faut le toucher, il faut le voir en magasin, il faut vivre l'expérience au magasin en rayon pour arriver à se dire est-ce que c'est un produit qui m'intéresse et que je me vois trimballer avec moi dans le métro. C'est vrai que c'est quand même un grand écran. Voilà, là il y a vraiment un débat, mais qui est lié à l'usage et l'expérience. Mais en termes de performance, l'écran, c'est le LED, il est très bon. L'autonomie, elle n'est pas complètement, elle n'est pas dégradée par cette taille d'écran. La puissance de calcul est très bonne aussi. Et l'appareil photo, ça reste du Samsung, donc c'est plutôt assez stable et assez bon. Donc un bon produit. Très bien. Après, voilà, si on préfère le flip, il y a la version verticale aussi, qui est un peu moins bien, dans vos tests. Oui, elle sort un peu moins bien, pas beaucoup, mais pas mieux que le Z Fold. Alors, il est un peu en dessous.
Mais je dirais que la différence entre le Z Flip et le Z Fold 4, c'est vraiment l'usage quand on le prend dans la main. Les performances, on va les trouver dans les deux cas. La taille de l'écran, évidemment, le Z Fold 4 dépasse le Z Flip. Mais en qualité d'écran, on est sur quelque chose de très similaire et très équivalent. Mais c'est dans la prise en main. Est-ce que quelqu'un... On est toujours dans cette idée, moi je suis un peu nostalgique des StarTAC et des... Bon, c'est un peu ancien, mais des produits qu'on peut mettre dans la poche facile, on l'ouvre, on le déplie, ça fait un peu James Bond. Le Z Flip, on arrive encore à faire ce petit phénomène-là. Il y a un petit côté charmant de ce truc-là, mais il faut aller en magasin parce que c'est très personnel et très subjectif. Est-ce que ça vieillit bien les écrans pliants ? On n'en sait rien. On ne fait pas de test de durabilité, nous, au labo. C'est une question qu'il faut se poser malgré tout, parce qu'un téléphone que tu ouvres et que tu fermes à longueur de journée, malgré tout, voilà, il y a une pliure qui s'opère. Il faut voir si ça tient le coup, quoi. Nous, ce qu'on a pu voir sur les produits qui avaient, à la rigueur, pas des vérins, mais en tout cas des charnières, c'est vrai que les charnières, c'est un élément critique. Quand on ouvre des plis, le ressort, il y a plein de choses qui se passent qui font que ça peut vieillir un peu moins bien que les produits qui n'ont absolument aucun mécanisme. Mais je ne peux pas du tout ni affirmer que cette pliure-là va se voir. Ça va être intéressant de jeter un œil là-dessus pour voir si la durabilité en fait, de ce type de smartphone est équivalente à un smartphone traditionnel. Et je pense que ça, on aura d'ici 1 an ou 2. Je pense qu'on aura vraiment les retours et on verra assez facilement parce que, pour rappel, Fnac Darty publie un baromètre du SAV dans lequel on peut voir les éléments les plus durables par rapport à d'autres. Et bien voilà, la sélection smartphone du labo Fnac Darty. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Très sympa de faire le point là-dessus. Tout ça dans cette logique aussi des Labo Weeks sur la chaîne Tech & Co où durant toutes ces dernières semaines, on vous a conseillé sur... les meilleurs produits dans toutes les catégories, que ce soit du PC, la télé, l'audio, enfin bref, tout. La maison connectée aussi, très intéressant. Vous pouvez retrouver tous ces programmes sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs, en replay bien sûr, en podcast. Lionel, on se retrouve très vite. Merci d'avoir été avec nous pour ce De quoi je me mail. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous télécharger, à nous regarder. Vous savez que De quoi je me mail est disponible sur tous vos écrans. Et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.